Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Très ravi de vous retrouver dans Numéro Vert, un programme de TLR TV consacré à nos compatriotes qui sont sur place au Congo-Brazzaville, qui nous content, qui nous témoignent les réalités quotidiennes du pays. Aujourd'hui, cap sur Pointe-Noire où nous avons en ligne Monsieur Anatole Luemba. Bonjour, Anatole. Bonjour, Monsieur Prérin, bonjour. Alors, comment vous allez et comment va la ville de Pointe-Noire? La ville, elle va comme le pays, hein. C'est que, disons, clopin, hein, peut-être pire même que, parce que ça ne marche pas, rien ne marche ici chez nos points noirs. Mais en tout Voilà. cas, le pays, il va bien, à en croire le discours du président de la République, son message à la nation. Oh, ben, j'espère que vous êtes plus intelligent que moi pour savoir que tout c'est du bluff. Tous ces messages, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Tout c'est du bluff. Quand on vient sur le terrain, la réalité s'est passée là. On vit la galère du jour le jour. Vous imaginez qu'un Congolais qui a 50 ans, qui ne sait pas ce qu'on appelle bulletin de paye, qui ne sait pas ce qu'on appelle un contrat de travail et tout, on manque d'eau, on manque de tout. Bon, vraiment, c'est du bluff, ce discours-là. Dans le cadre général, qu'est-ce qu'on peut retenir de Pointe-Noire? Ça marche toujours pas parce que hier, on appelait cette ville Ponton-la-Belle, voilà. Ponton-la-Belle qu'on appelait ça, allusion faite un peu à sa propriété, c'est-à-dire une ville propre, verte. Franchement, Monsieur Christian, toute cette beauté-là est partie depuis que ce monsieur-là est arrivé au pouvoir. Toute cette beauté est partie depuis qu'il est arrivé au pouvoir, dans ce sens que Pointe-Noire, à Pointe-Noire, on vit d'une insalubrité. Ce monsieur-là, c'est qui? Parce qu'évidemment, le Congo a connu quand même plusieurs présidents. Il y a eu Mariam Ngouabi, il y a eu Fulbert Youlou, l'abbé Fulbert Youlou, Massamba Deba, il y a eu Yombi Opango, il y a eu Pascal Issouba, aujourd'hui Denis Sassou Nguesso. De qui vous parlez exactement? Je parle de Denis Sassou Nguesso, monsieur 8%. Monsieur 8%. Monsieur qui n'a jamais été élu, qui est passé au pouvoir par les armes. Donc, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, vraiment, il a rendu ça, il a multiplié tous les efforts que ses prédécesseurs ont fournis par zéro. Pointe-Noire, c'est maintenant la capitale de l'insalubrité. Partout où vous passez, vous allez trouver des poubelles partout. Il y a des maladies actuellement qui sont en train de ronger toute la population ici à cause de cette insalubrité-là. Pointe-Noire, il manque de lumière. Et pour votre information, il n'y a pas très longtemps qu'ils viennent encore de renouer avec les feux de circulation. Vous vous rendez compte? Une ville pétrolière comme Pointe-Noire, là où il y a le pétrole, il n'y avait pas de feu de signalisation. C'est à peine ils ont renoué avec ça. Voyez-vous que c'est vraiment criard ce que nous vivons ici à Pointe-Noire. C'est vraiment triste. Et si on peut aller point par point, parlons d'abord, tout à l'heure vous étiez en train de faire état de la salubrité. La ville est tout à fait sale. Ça veut dire que, comme d'habitude, les immondices jonchent le sol, les ruelles, un peu partout. Il n'y a pas une politique d'assainissement de la ville jusqu'à aujourd'hui. Même pour ramasser les poubelles, dans un quartier où habite, on peut situer autour de 1000 habitants, on vient de déposer deux bacs à poubelles. Donc, au bout de 2 jours, les bacs à poubelles sont pleins. Ils ont des difficultés de venir ramasser. Là où je suis en Bota, parfois on voit les poubelles traîner par terre parce que ça a débordé. Je connais quand même Pointe-Noire, les ruelles sont impraticables, je ne sais pas si les choses ont changé, des ruelles où même les véhicules ne peuvent pas passer, à moins que les choses changent. Les choses n'ont pas changé, dans ce sens que ces bacs-là, on les trouve dans les grandes artères seulement, dans les grandes avenues, voyez-vous. Donc, dans les ruelles, vous ne les trouvez pas. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de vider votre poubelle à la maison, vous devez aller vers la grande avenue, là où se trouvent les bacs, pour aller les vider. Donc, c'est comme ça que Averda est en train de fonctionner ici. Ils essaient de travailler. Malheureusement, la réalité, c'est pas ça. La ville étant sale, quels que soient les efforts qu'ils peuvent fournir, ils n'arrivent pas à la rendre plus belle. Alors, parlons cette fois-ci de l'électricité et de l'eau. Vous avez déjà fait état de ces deux aspects d'entrée de jeu. Alors, comment vous vivez ces situations-là, c'est-à-dire le problème d'accès à l'eau potable et à l'électricité, c'est-à-dire l'électricité stable, bien entendu. Il y a toujours les délestages, malgré l'innovation de la centrale à gaz, le deuxième module, je crois. Ouais, c'est cela. Monsieur Perrin, sans vous le cacher, le problème le plus crucial ici à Pointe-Noire que nous avons, c'est l'eau et l'électricité. Il y a encore des quartiers aujourd'hui là où l'eau ne coule pas. Il y a encore des quartiers là où l'eau ne coule pas. Sinon, si ça coule, c'est de la rouille que vous allez récolter, la rouille de la tuyauterie, qui va sortir mélangée avec le fluide. Voyez-vous. Mais les factures continuent à arriver. Eux-mêmes, ils appellent ça, comment ils appellent ça, les factures? Je crois, c'est pour l'entretien. Les factures continuent à arriver. Ça, je parle de l'eau. Où vous allez voir. Ils entretiennent quoi exactement? Les robinets, c'est ça? Ou puisqu'il n'y a pas l'eau, qu'est-ce qu'ils entretiennent?
Point d'interrogation. Donc, juste des installations qu'on vous a installées, le fait que vous avez installé, donc on vous envoie la facture pour les installations. Voyez-vous? Alors que de l'eau, il n'y en a pas. Vous allez voir, il y a des gens ici à Pointe-Noire qui se promènent dans toute la ville avec des bidons. Nous sommes au 21e siècle là. Et c'est avec les bidons, on pour aller chercher de l'eau. Et où on trouvait ceux qui ont des moyens, ils ont érigé des forages à la maison. Mais ces forages-là, il faut les contrôler. Il faut regarder la qualité de l'eau qui sort de ces forages. Voyez-vous? Mais nous sommes contraints de les consommer comme ça. Nous sommes contraints de les utiliser comme ça parce que l'État ne nous donne pas cette chose-là d'avoir du bon produit qu'il faut. Quant à l'électricité, c'est vraiment le chaos. C'est le chaos. Moi, personnellement, là où je vis, sur mon numéro de branchement, vous savez, il y a 5 personnes qui sont branchées sur le même numéro. Comment ça? 5 personnes qui sont branchées. Oui, 5 personnes sont branchées sur le même numéro. Donc, jusque-là, la SNE n'arrive pas, la EDC, je crois, mais actuellement, ils n'arrivent pas à résoudre ce problème-là. Voyez-vous? Oh, mais les délais, ça, c'est tous les jours. Les délais, ça, c'est tous les jours. Donc, parfois, on fait des efforts à chercher à trouver des petits générateurs là qui te donnent un petit de ta veille pour alimenter tout ce qu'il y a dans la maison. Mais les factures ne cessent d'arriver. Les factures ne cessent d'arriver. Donc, nous vivons le chaos. Que ce soit de l'eau, que ce soit de l'électricité, vraiment, nous sommes dans le chaos ici à Pointe-Noire. C'est tout à fait difficile parce qu'à ce moment-là, surtout avec l'électricité, on ne peut pas faire des provisions en cette période d'ailleurs de crise. Il faut aller faire le marché tous les jours, sortir, ainsi de suite. Bon, bref. Alors, parlons un peu de la santé, c'est-à-dire le système de santé à Pointe-Noire, les hôpitaux. Est-ce que ça fonctionne? Y a-t-il des nouveaux hôpitaux, puisqu'on nous a parlé de la construction de 12 hôpitaux généraux dans tous les départements. Donc, chaque département devrait bénéficier d'un nouvel hôpital général. À Pointe-Noire, qu'est-ce que cela donne? Monsieur Perrin, au départ, je vous ai parlé du bluff. Je vous ai parlé du bluff. Le discours du président Sassou, c'est juste... c'est en fait, c'est embelli par le bluff, en fait. Ici, à Pointe-Noire, ils ont prévu construire l'hôpital de Nanga, à Patral. Mais si vous partez là-bas, les travaux se sont arrêtés, je ne sais pas si c'était en 2016-2017 que les travaux se sont arrêtés jusque-là. L'hôpital n'a jamais vu le jour. Et personne ne se soigne là-bas. Parce que ces jours-ci, je ne suis pas passé, sinon il y a déjà des herbes qui possèdent là. Oui. Donc, après, nous sommes restés avec l'hôpital de Luandjili et l'hôpital Assissé et l'hôpital, comment on appelle, Congo Malembe. Malheureusement, ce sont les hôpitaux de fortune. Parce qu'il faut avoir un hôpital. Si vous allez là-bas pour vous soigner, déjà, rien, à l'hôpital Assissé, rien qu'en regardant les installations, vous pouvez même mourir. Moi, je me rappelle, j'ai perdu mon père. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je vous dis, monsieur Perrin, mais c'est vrai. Rien qu'en regardant les structures sanitaires. Moi, je vous parle, j'ai une expérience parce que moi, j'ai vécu à l'étranger. J'ai fait même les États-Unis. Mais ailleurs, quand vous partez à l'hôpital, quand même, vous sentez que non, moi, je viens pour me traiter. Mais ici, quand on se rend à l'hôpital Assissé, c'est pour se rendre malade. Regardez, par exemple, au service pédiatrie. 3 enfants, 4 enfants dans un même lit. Voyez-vous? Wow. Est-ce que vous savez la maladie avec laquelle l'enfant est arrivé? Il y a des risques de contamination et tout. Mais c'est les conditions. Ce sont les mêmes attends, je comprends pas. Il faut qu'on soit un peu beaucoup plus clair là-dessus. Vous parlez de 3 patients sur un même lit. Oui. Dans une période où on est en train d'exiger une distanciation sociale. Oui. Pour lutter contre la propagation de la Covid-19. C'est cela. Si vous allez on peut retrouver 3 patients. Oui, je parle de 3 familles différentes. Oui, je parle du service. Je parle du service de la pédiatrie à l'hôpital Assissé. 3 enfants, vous allez trouver 3 enfants avec 3 mamans différentes. Donc les mamans dorment à même le sol et les enfants sont dans le lit. Vous voyez? Ça, c'est et dès que vous arrivez là-bas, c'est d'abord l'argent. Sans argent, on ne fait rien. Alors, passons donc à l'éducation, l'école. Qu'est-ce que ça donne, l'éducation à Pointe-Noire? Bon, actuellement, pour votre information, l'école publique, les enfants ne fréquentent que 3 jours par semaine. Par rapport à la pandémie qui sévit dans le monde. Vous savez déjà, les programmes ici sont kilométriques. Est-ce qu'en 3 jours, on peut éponger les programmes? Voyez. Donc, moi, je me dis qu'actuellement, ce que nous sommes en train de vivre là, avec ce gouvernement-là, c'est en fait nos enfants qui sont sacrifiés. Demain après-demain, ils ne seront pas en mesure de s'exprimer comme nous avons eu la chance, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'étudier comme nous. Nous n'avons pas connu l'école privée, mais nous avons quand même étudié dans les écoles publiques, mais on a respecté nos programmes, nous sommes arrivés loin. Mais actuellement, parlons un peu de l'université, parce qu'à un moment donné, on a commencé à parler de la construction d'une université à Pointe-Noire. Est-ce que ça a été fait ou bien jusqu'à aujourd'hui,
un projet ou c'est une information comme ça dans l'air? Bon, l'université de l'Église catholique à Liambou, je confirme que des travaux sont en cours. Mais c'est pour l'Église catholique, hein, c'est pas pour l'État. C'est pour l'Église catholique. Maintenant, parlant de l'État, il n'y a aucune université en construction ici à Pointe-Noire. Et donc, les élèves qui obtiennent le bac sont obligés d'aller à l'université Mariangouabi à Brazzaville. À Brazzaville. Oui, c'est cela, c'est cela. Alors, parlons un peu de la crise économique et financière qui sévit au Congo. Nous savons que, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Le Congo traverse un moment très difficile, notamment sur le plan économique et financier. Quels sont donc les effets? Comment vous vivez cette crise au niveau de Pointe-Noire? Au niveau de Pointe-Noire, généralement parlant, c'est le chaos total. C'est le chaos total. Tous les jours, il y a des gens qui perdent le boulot. C'est vrai qu'avec la crise, plutôt la pandémie de la COVID-19, plusieurs mesures ont été prises. Au niveau des sociétés, il fallait réduire le personnel, mais il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Du coup, les parents qui ont travaillé, moi dans mon service par exemple, il y a des gens qui ont 20 ans, 15 ans de service qui se retrouvent aujourd'hui à la maison à cause de cela, et sans aucune mesure d'accompagnement. Donc, actuellement, la crise financière et économique est en train de s'empirer du jour le jour. Le Congolais vit du jour le jour. Mais malheureusement, en cherchant à vivre du jour le jour, les policiers là, sont encore derrière en train de traquer. Ils sont encore en train de traquer. Les policiers, ils font quoi exactement? Ils sont en train de raqueter. Si tu ouvres par exemple une activité, un petit kiosque dans la rue, par exemple. Voilà, un petit kiosque dans la rue. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit kiosque dans la rue, une activité commerciale, ils vont venir te demander des taxes, des impôts. Il faut payer, il faut passer par là, il faut payer, il faut se régulariser. C'est vrai, on veut se régulariser. Mais pour se régulariser, il faut aussi nous donner des moyens. Il faut aussi nous régulariser à ce sens que vous nous donnez la possibilité de payer les taxes que vous voulez. Si vous mettez, par exemple, si vous augmentez les taxes, comment est-ce que nous allons arriver à payer? On ne peut pas arriver à payer. Donc, actuellement, le jeune Congolais est en train de souffrir, sauf économiquement parlant, il n'y a rien. Au départ de l'émission, je vous avais dit que jusqu'à 50 ans, un Congolais ne sait pas ce qu'on appelle un bulletin de paye. Il n'a jamais vu un bulletin de paye. 50 ans, pays producteur de pétrole. 50 ans, je sais que tu es quand même un intellectuel, quelqu'un apparemment qui maîtrise très bien la ville de Pointe-Noire et ses problèmes. Mais dis-moi, parce que je sais que dans un pays ou dans une ville, quand il n'y a pas des banques d'investissement ou de crédit, il ne peut pas avoir non plus la création de l'emploi. Est-ce que à Pointe-Noire, il y a des banques de crédit qui aident, qui peuvent aider les jeunes à entreprendre? Ça, non. Ça, non. Il y avait un programme qui était sorti avec la banque postale, je crois. C'était ils ont appelé ça comme l'Issungi ou l'Issungi. On demandait aux jeunes d'emmener des projets, mais vous savez, quand on demande aux jeunes d'emmener des projets comme ça, ce sont les leurs qu'on prend, hein, c'est pas n'importe qui. J'ai des collègues qui ont déposé, mais qui n'avaient jamais été. Ils ont émis des projets. Ils ont commencé par la chambre de commerce. Après, c'est arrivé là-bas. Donc, ils ont suivi une procédure. Mais quand c'est arrivé au niveau de la banque, il n'y a jamais eu décaissement jusqu'à maintenant là. Donc, si tu ne travailles pas ici au pays, tu ne travailles pas régulièrement, je parle bien de régulièrement, comme nous autres qui payons les taxes et tout, tu ne peux pas bénéficier d'un crédit. Je sais que Pointe-Noire, c'est la ville pétrolière. Hein. De toute façon, c'est le poumon économique du Congo-Brazzaville. Le secteur pétrolier est le plus important à Pointe-Noire. Là aussi, apparemment, on nous aurait signalé quelques soucis, dont les compagnies pétrolières. Que se passe-t-il exactement? Vous avez une idée là-dessus? Effectivement, il y a un gros souci dans ces compagnies pétrolières-là. Ces compagnies pétrolières profitent de la crise liée à la pandémie de la COVID-19 pour faire tout ce qu'ils veulent. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que le gouvernement n'a aucun œil là-dessus, le gouvernement n'a pas dessus. Je m'explique. Regardez, par exemple, c'est pour ceux qui travaillent en offshore ou en onshore. Avant d'y aller, on leur a imposé des quarantaines, bien sûr, pour préserver, en fait, pour se rendre compte que la personne qui monte n'est pas malade. Et malheureusement, vous déplacez les gens de leur maison, vous les emmenez en quarantaine, vous les gardez pendant 2 semaines ou plus. Là, je parle des champs de Nikongo, parce que je connais mieux ces secteurs-là. 2 semaines ou plus, il y a d'autres qui arrivent même à 45 jours, 60 jours. Vous ne leur payez pas. Donc, ils restent en quarantaine sans argent. Et après, ils sont soumis au test. Mais là aussi, M. Perrin, est-ce que vous avez déjà vu un test PCR? J'ai essayé de chercher dans Google, je ne me suis pas retrouvé. Vous avez déjà vu un test PCR qui affiche un résultat invalide, ni positif, ni négatif? Ça, j'ai cherché dans Google.
Voilà. C'est une invention congolaise, alors. Au Congo, ça se passe, ni positif, ni négatif. Et lorsque tu demandes, on te dit, bon, fais seulement ce qu'ils veulent. Hein. On t'emmène prendre le traitement. Le traitement, c'est la chloroquine et la zithromycine qu'on te donne. La chloroquine plutôt, et la zithromycine qu'on te donne pour te guérir. Voyez. Et même lorsque vous venez passer le test, on vous demande. Attends, je ne comprends pas. Oui. On vous fait un test qui ne révèle aucun résultat ni négatif ni positif, mais on vous soumet quand même à un traitement. Justement, on vous soumet au traitement. Donc, vous avez 20 jours de traitement, et encore, il faut encore faire un test PCR de contrôle pour affirmer que vous êtes maintenant guéri par rapport à ce qu'ils disent. Mais seulement, la meilleure, lorsque vous venez pour le prélèvement, on vous demande, est-ce que vous avez été testé positif? Vous allez aller dans un laboratoire faire un examen, on vous demande, est-ce que vous étiez déjà testé positif au paludisme? Je sais pas quoi. C'est triste, c'est pas normal. Et en plus, j'en viens. Quand j'ai parlé du bluff concernant notre président Sassou Nguesso, un président qui ne respecte même pas sa parole, un président qui ne met pas en exergue ce qu'il dit. Il avait signé un décret recherché dans Google, décret numéro 345 du 15 novembre 2019. Ça portait sur les sociétés pétrolières et tout. Dans son article 15, il dit que tout prestataire, tout travailleur sous-traitant ou, comme on appelle, maison mère qui travaille dans les champs pétroliers, ils devaient avoir tous les mêmes primes par rapport à la convention. Mais vous allez voir que les travailleurs qui travaillent à la maison mère, ils ont d'autres primes. Ceux qui travaillent à la sous-traitance, ils ont des petites primes. Donc, ceux qui travaillent à la sous-traitance à la maison mère peuvent être à 70 000 francs jour. Ceux qui travaillent à la sous-traitance sont à 13 000 francs jour. Vous voyez? Et pourtant, dans le journal officiel, le décret est bel et bien là, signé le 15 novembre 2019. Donc, pas de suivi, pas d'application. Donc, c'est ce que nous sommes en train de subir avec ces sociétés pétrolières-là. Ceux qui travaillent dans le pétrole, c'est vrai, dans la famille, on va dire que tu travailles dans le pétrole. Ceux qui travaillent dans la sous-traitance, bien sûr, hein, ils vont en mer pour souffrir. Ce n'est pas pour aller travailler. Avec tous les risques, je ne sais pas si vous connaissez la vie offshore. Tous les risques qu'il y a là-bas. Non, je vois, je comprends très bien. Voilà. Mais pourtant, elles sont, je crois, cotées en bourse à l'extérieur. Et comment elles n'arrivent pas à faire ce suivi-là de leur activité au Congo-Brazzaville? Pourquoi elles se comportent des compagnies, j'allais dire, un peu? Mais oui, mais nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo. Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un, vous voulez soudoyer. Quand ces étrangers-là arrivent chez nous pour venir investir dans le pétrole, et ils parlent avec le gouvernement. Et puis le gouvernement ne se soucie pas de la population. Il dit, proposez-leur ce que vous voulez. C'est vraiment une triste réalité. Bon, malheureusement, le temps, il est très court pour ce programme. On va aller donc vers la fin. Alors, dites-nous, si on vous posait la question de savoir que retenez-vous du dernier mandat de Denis Sassou Nguesso, puisqu'en mars, là, nous allons à l'élection présidentielle pour élire un nouveau président de la République du Congo, et Sassou Nguesso est aussi candidat. Que pensez-vous de son dernier mandat, vous qui êtes à Pointe-Noire? Je suis désolé de dire à M. Sassou qu'il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Vraiment, c'est un chaos. Il a échoué dans tous les plans. Il n'y a pas un plan. Peut-être, bon, il faut quand même dire que quelque part, il a réussi dans son plan avec toute la pagaille que fait la police, là, des bavures policières et tout, qui ne sont jamais réprimandées. Tout ça, là, il a réussi. Mais sinon, sur l'autre plan, dans tous les plans, le monsieur a échoué. Si, à sa place, si moi j'étais son enfant, j'allais dire, papa, pli bagage, parce que non, je ne peux pas. En tout cas, c'est le chaos. Voilà. Vraiment, c'est le chaos. Mais pourtant, les sages du Kwilu n'arrêtent pas de lui accorder leur soutien. Sage à Kwilu, qu'ils ont dit que non, Tamami veut mettre la vidéo, il a bon, que citer Kumbwe Muntouvé, mais quoi dans l'église Zéphirin, Bakebokla, la si Zéphirin, mais quoi dans l'omba naba ou na pour soutenir Sassou Nguesso, ça m'a élection qui n'a pas pu y que à leur niveau, Sage qui n'a au moins que Sassou Nguesso me kusala diambo ya mbote samna ba ou non ngezaba basajina ni satu ni satu non plus rien. Il y a qu'on a ça l'église il y a qu'on a ça l'église aux infirmiers ma pauvre maman qu'on a mais elle me dit de satoa elle me l'os de cotonner là où il travaille là je sais pas où là elle me l'os cotonner satu oui ni satu mais ça le fascine un coin kuna. Mais ils n'ont rien. Mais les sages, un sage, lorsqu'il te reçoit, Nakati Mbongi, demande-lui d'aller en Mbongi.
Demande-lui de l'Ombongi, ça va te dire que voilà, il sait même comment on parle dans un Bongi. Bazave, ni ça que ça va plena. Donc, il porte la veste de passage. On a dit Lambong, on a Lombambong, on a Manima, il y a président, il y a un peu Bambong. Non, mais quand il y a un problème ici, ils veulent réunir les gens. Non, ils sont pas sages, hein, avec grand S. Ils sont sages avec petit S. Hein, dans leur mesquinerie, dans leur magouille, de leur corruption, ils sont sages. Mais sinon, ils sont pas sages comme le sont. Comme étaient les sages d'antan. Sinon, monsieur Perrin. Ok, merci. On va mettre donc au terme à notre édition d'aujourd'hui, numéro vert. Nous sommes à Pointe-Noire. Un mot de la fin pour clôturer, un message à l'endroit des jeunes, mais aussi des parents qui s'apprêtent naturellement à aller porter leur voix sur le nouvel homme qui va gérer certainement le Congo-Brazzaville dans les 5 ans à venir. Merci, M. Perrin. Et d'abord, avant de clôturer, je voulais d'abord féliciter tous les efforts que vous êtes en train de fournir. Je vous félicite parce que ce n'est pas un travail facile. Entre-temps, à la jeunesse et à la population du Congo, toutes les régions confondues, je nous demande tous de prendre conscience. Surtout nous, la jeune génération. C'est nous qui avons les destinées de ce pays-là. Ce n'est plus à ces vieux-là. Ces vieux-là nous embrouillent seulement. Je demande à tous les jeunes, le jour de l'élection, que chacun reste ce soir. Personne ne vienne te déranger. Que chacun reste ce soir pour qu'ils aillent voter avec ses enfants. Parce que si déjà vous acceptez d'aller voter, ça veut dire que vous acceptez encore 5 ans supplémentaires de galère. 5 ans supplémentaires de galère. Et c'est souvent vous concourant avec les 2000, les t-shirts. S'il vous plaît, frères jeunes, chers parents, prenez conscience. Si vous aimez vos enfants, le jour de l'élection, restez chez vous. Personne ne vienne vous prendre chez vous. Merci. En tout cas, merci beaucoup Anatole Luemba depuis Pointe-Noire. Merci de ce témoignage, de ton concours. Pour les autres qui souhaiteront également nous partager leur vie quotidienne, nous témoigner des réalités qu'ils vivent au quotidien, vous avez le numéro qui est affiché. Faites-nous un message et on arrangera un programme avec vous. Pour aujourd'hui, nous vous disons merci de nous avoir suivis et donc on se retrouve très prochainement. Mais en attendant, je vous souhaite de vous porter très bien. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci.